Je suis née à San Antonio, Texas. J'ai un frère et une sœur. Ma sœur était l'aînée, puis il y a eu moi, et enfin mon frère. Ma mère était célibataire. Elle nous élevait seuls, mais elle n'était pas assez stable pour s'occuper de ses enfants. Elle était toxicomane et avait aussi des problèmes d'alcool. Alors les services sociaux nous ont pris. J'avais environ 9 ans à ce moment-là. Chevo était le frère de ma mère. Bonjour ma puce. Bonjour. C'était effrayant, déroutant et très triste. Mais j'étais soulagée de rester dans la famille, avec mon frère et ma sœur. On allait continuer à former une famille. Avec le recul, j'aurais préféré qu'on soit séparés et que j'aille chez des inconnus. Un jour, j'étais seule à la maison avec mon oncle Chevo. On était sur le canapé du salon. Hey, Il m'a alors pris la jambe et s'est mis à me caresser les pieds. Puis sa main a lentement remonté le long de ma jambe. Je sentais que c'était mal. Et il m'a regardée et m'a dit « Tu ne dois en parler à personne, même pas à tante Laura. C'est notre secret. » J'ai donc senti que c'était quelque chose qui n'était pas censé se produire. Je me suis sentie nerveuse, effrayée, confuse. Je ne savais pas quoi penser parce que je ne savais pas ce qui se passait. J'étais si jeune et je ne savais pas si c'était bien ou mal. Durant la période qui a suivi, je ne me sentais pas à l'aise en sa présence. Voyant que je l'évitais, mon oncle a trouvé des prétextes pour se retrouver seul avec moi. Et les abus se sont aggravés. Dans la chambre que je partageais avec ma sœur aînée, on avait un lit superposé. Je dormais en haut et ma sœur en bas. On laissait la lumière du couloir allumée et notre porte entr'ouverte, parce qu'on avait un peu peur du noir. Je me souviens avoir vu une ombre sous la porte. J'ai entendu la porte grincer. Puis mon oncle qui montait à l'échelle pour me rejoindre dans mon lit. C'était effrayant de l'imaginer en train de grimper jusqu'à moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ni ce qu'il faisait dans le lit avec moi. Une partie de moi pensait que s'il me touchait comme ça, c'était parce que j'avais fait quelque chose de mal. J'avais environ 9 ans quand mon oncle m'a touchée la première fois. Et ça a été de pire en pire, d'année en année. La première fois qu'il m'a violée, j'avais 12 ans et j'étais au collège. J'espérais que ma sœur l'entendrait ou qu'elle le prendrait en flagrant délit, mais ça n'est jamais arrivé.
Et comme je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne savais pas comment me défendre. La seule règle que je connaissais, c'était que je ne devais rien dire. Un jour, j'ai fini par dire à ma tante Laura que j'avais un secret à lui confier. Et elle a dit d'accord. On est allé dans sa chambre, on s'est assis sur son lit et je lui ai dit « Tonton Chevo est venu dans mon lit et il m'a touchée d'une façon qui ne me semble pas correcte. » Elle m'a interrompue. Arrête! Elle m'a dit qu'elle ne le croyait pas capable de faire une chose pareille et que je racontais des mensonges. Elle m'a fait comprendre clairement que je n'avais pas le droit d'en parler à qui que ce soit. Pas un mot de ça en dehors de ma maison. C'était censé être ma mère. Alors je pensais qu'elle me protégerait et qu'elle ferait quelque chose, mais je me suis trompée. Je me suis sentie triste et trahie par ma tante Laura. Et j'avais peur parce que je ne savais pas à qui d'autre je pouvais me confier. Si elle ne me croyait pas, qui le ferait? Je ne pouvais faire confiance à personne. Sur cette photo, on me voit avec ma sœur. On s'amusait dans notre chambre. J'avais à peu près 12 ans. En regardant cette photo, n'importe qui verrait une enfant normale et heureuse. Mais derrière le masque, elle n'était pas normale et elle n'était pas heureuse. C'était une façade. Elle devait faire semblant d'être heureuse. On m'avait dit de n'en parler à personne. Et j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver si je désobéissais. J'avais l'impression de commettre un crime. Et qu'à cause de ça, on me mettrait en prison. C'était terrifiant de vivre avec cette idée. Un week-end, j'avais 12 ou 13 ans. Mes cousins et leurs parents sont venus nous voir. C'était différent quand il y avait la famille. Je me souviens qu'un jour, alors qu'on jouait dehors, j'ai repéré un garçon. J'avais le béguin pour lui. Et je pense que c'était réciproque. On s'est assis pour discuter. Et au bout d'un moment, on s'est embrassés. C'était mon premier baiser. C'était à la fois bizarre et agréable. J'ai eu des papillons. Et c'était une bonne nervosité. Au milieu de ce qui me semblait anormal dans ma vie, cet instant me semblait normal. Je ne me doutais pas qu'on était observé par ma cousine qui a vu notre baiser. Je vais le dire! J'ai repoussé le garçon et soudain j'ai entendu ma cousine crier « T'embrasses un garçon, je vais le dire ». Je l'ai supplié de ne pas raconter à mon oncle Chevo et à ma tante Laura que j'avais embrassé un garçon parce que j'allais avoir de gros ennuis.
J'ai fondu en larmes parce que je savais que j'allais avoir des problèmes et peut-être une fessée. Elle ne mesurait pas la sévérité de la punition que j'allais subir. Quand je suis rentrée, je me souviens qu'il y avait tout le monde dans le salon. En entrant dans la pièce, j'ai vu que mon oncle avait l'air très énervé. Son visage était rouge de colère. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux. Je me souviens qu'il tenait une ceinture. Il m'a alors dit de poser les mains sur le canapé. Chevo est allé beaucoup trop loin. À ce moment-là, j'ai trouvé la sanction très sévère. Ça ne s'est arrêté que parce que quelqu'un lui a dit qu'il m'avait assez corrigé. J'ai remercié le ciel qu'il y ait d'autres personnes présentes pour lui dire que ça suffisait. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait arrêté de me frapper. Avec le recul, j'ai l'impression que sa colère était dictée par la jalousie. Il était peut-être jaloux que j'embrasse ce garçon et pas lui. Ce jour-là, j'ai su que je ne pourrais pas faire des choses normales comme les autres enfants. Je n'ai pas eu une enfance normale parce que mon oncle me voulait pour lui. Et ce n'était pas normal. L'une des rares choses que j'étais autorisée à faire, c'était de faire du cross-country. Pour moi, le fait de courir aussi longtemps me faisait du bien parce que ça me donnait un sentiment de liberté et je ne pensais plus à ce que je subissais à la maison. Mais un jour, j'ai vu pendant l'entraînement que mon oncle me suivait dans sa voiture. Mes amis ont aussi remarqué qu'un homme nous suivait, ce qui a effrayé tout le groupe. Il roulait derrière nous sans même essayer de se cacher. Une amie a dit « C'est qui ce type ?» On s'est retourné pour voir et j'ai dit « Aucune idée ». J'ai menti parce que j'avais honte. Je ne voulais pas qu'on se moque de moi parce que mon oncle me suivait. On a couru à l'intérieur pour lui échapper. Je pense que si mon oncle me surveillait, c'était pour s'assurer que je ne parlais à aucun des garçons de l'équipe. Ma meilleure amie et moi, on était inséparables, comme des sœurs. J'allais toujours chez elle, parce que je m'y sentais en sécurité, et je ne voulais pas qu'elle vienne chez moi. Je préférais la tenir à l'écart de ma maison. Je lui faisais entièrement confiance. C'est ce qui m'a poussée à lui parler. Je dois te dire quelque chose. Mais promets-moi de le garder pour toi. On était assises et je lui ai révélé mon secret. Elle avait l'air effrayée. Et elle a dit que c'était mal, que ça ne devrait pas arriver et qu'il fallait en parler à quelqu'un, comme sa mère. Non! Je lui ai dit en pleurant qu'on ne devait le répéter à personne. Elle n'arrêtait pas de dire « il le faut ». J'étais terrifiée. On doit le dire. Je risquais d'avoir des problèmes s'il découvrait que j'avais dévoilé le secret.
Puis elle a fini par dire « D'accord, je promets que je ne dirai rien. » Alors, je l'ai cru. Mon ami a tout raconté à sa mère, qui l'a signalé au service de protection de l'enfance. Va faire tes valises, ma puce. Ils n'ont pas dit où on allait, juste on s'en va et on doit partir avant ce soir. On a donc obéi sans avoir la moindre explication sur la raison de notre départ. On ne savait pas où on allait. On a déménagé et je n'ai jamais revu mon amie. Je comprends pourquoi elle a dévoilé mon secret à sa mère. Elle voulait m'aider pour que ça s'arrête. Et c'est ce que je voulais aussi, que ça s'arrête. À partir de là, j'ai refusé d'en parler à qui que ce soit, au professeur ou à des amis, parce que les services sociaux auraient contacté ma tante et mon oncle et qu'on aurait à nouveau déménagé. Je me sentais gênée et honteuse de ce qui se passait. Il y avait tellement de choses que j'avais peur de raconter. C'était plus facile pour moi de garder le silence. Un jour, mon oncle et ma tante ont voulu qu'on ait une discussion. J'étais au lycée à ce moment-là. Abby, viens t'asseoir. Je me souviens que mon oncle avait un air sérieux, ma tante aussi. Ils avaient un drôle de regard. Tout va bien? Ils m'ont dit que je pouvais me détendre, qu'ils voulaient juste me parler. Ils m'ont alors annoncé que j'allais porter leur bébé, puisque ma tante ne pouvait pas avoir d'enfant. Je l'ai regardée comme si elle était folle. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à concevoir qu'ils disent à une adolescente de porter leur bébé. C'était choquant. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, vous êtes malade? Pas question d'être enceinte, je suis au lycée. Je leur ai dit que non, que je ne voulais pas. Et ils ont dit, si, tu vas le faire, c'est comme ça. Fin de la conversation. Pitié. Je ne pouvais rien faire pour empêcher ça. C'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. C'est là que j'ai compris que ma tante était aussi méchante que mon oncle. Je les considérais désormais tous les deux comme des monstres. J'ai pleuré toute la journée en me demandant comment est-ce possible? Pourquoi ça m'arrive? Avec le recul, je pense qu'elle savait depuis longtemps ce qui se passait entre lui et moi, depuis le début. Mais elle avait choisi de l'ignorer pour ne pas perdre l'amour de mon oncle. Ce qui a fait d'elle un monstre. Pendant ma grossesse, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je ne voulais plus vivre. J'étais déprimée. Je voulais être seule. Mon oncle m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, j'irais en prison. Et le bébé dans une famille d'accueil. C'était dur de cacher la vérité. Si on m'en parlait, je devais mentir et dire que j'avais couché avec un garçon, du lycée ou d'ailleurs. Mais c'était un mensonge. Quand les contractions ont commencé,
Ils m'ont dit de garder le silence. C'était un ordre. Quand on m'a mis ma fille dans les bras, j'étais heureuse. C'était extraordinaire de la tenir contre moi. J'étais littéralement sur un nuage. Mais ensuite, les infirmières sont sorties et alors ma tante me l'a arrachée. Elle l'a prise et a dit « C'est mon bébé ». Quand elle grandira, elle t'appellera grande sœur. J'ai eu l'impression de ne pas exister. J'étais perdue et exploitée. Ils se sont servis de moi. À cette époque, je m'occupais des enfants, de ma tante et de mon oncle, mais aussi de toutes les tâches ménagères. J'étais comme une domestique ou une esclave dans ma propre maison. Et ça s'est encore aggravé. Mon oncle et ma tante m'imposaient un rituel tous les soirs. Je devais masser mon oncle et ma tante chaque soir, jusqu'à en avoir des crampes dans les mains. Ça me mettait mal à l'aise et je voulais arrêter, mais je n'ai pas pu. J'étais sous tension tous les soirs, parce que ça devenait sexuel, avec les deux. J'avais l'impression d'être leur esclave sexuel. Je me sentais piégée, comme si je ne pourrais jamais sortir ou faire partie du monde extérieur. Je ne quittais jamais la maison, sauf si c'était avec la famille. J'avais peur. Et ça a duré des années. Des années. Sur cette photo, il y a moi, ma tante Laura et mes 3 enfants. J'avais à peu près 20 ans sur cette photo. Quand je vois cette femme tenir mes enfants, j'étais une étrangère pour eux, pas leur mère. C'était elle. C'est ce qu'on voit sur cette photo. J'avais du mal à sourire. Je me forçais à faire comme si de rien n'était, en espérant qu'un jour, je m'en sortirais avec mes enfants. Mon oncle m'a expliqué ce qui se passerait si j'en parlais à quelqu'un. Il m'a dit qu'il nous tuerait, les enfants et moi, qu'il nous trancherait la gorge pendant notre sommeil. Et je crois qu'il en était tout à fait capable. Il voulait me faire peur pour que je n'en parle à personne. Et ça a marché. Ma tante et mon oncle étaient croyants. Ils étaient catholiques. Alors j'ai appris à réciter les prières et on allait à l'église tous les dimanches. Alors que ma fille était encore une enfant, mon oncle et ma tante ont décrété que c'était une guérisseuse capable de produire des miracles. Je trouvais ça dingue.
Vraiment, je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Puis ils l'ont diffusé sur Facebook. Ça a pris une telle ampleur que ma fille s'est retrouvée aux infos. Certains croient que Dieu et la Vierge de Guadalupe ont donné à Paige le don de guérison. C'est le destin que Dieu a choisi pour elle et la foi qu'elle a en lui. Les gens disent « Oh, l'enfant miracle ». Ce n'est pas l'enfant miracle, mais elle est le vaisseau de Dieu. Une question nous rappelle alors qu'elle n'est qu'une enfant. Maman, c'est quoi un vaisseau? Un bateau. Ça me faisait mal d'entendre ma fille l'appeler maman. Je ne l'avais pas entendue depuis si longtemps. Et quand je voyais le jeune âge de ma fille et que je la voyais faire ces choses-là, c'était très éprouvant pour moi. Parce que cette activité lui prenait au moins 6 à 7 heures par jour. Elle était si innocente. Ils l'ont utilisée pour attirer les gens et leur soutirer de l'argent. J'avais aussi de la peine pour ma fille parce qu'elle devait subir tout ça. Les gens qui venaient étaient malades et voulaient être guéris. Mais en vérité, c'était une arnaque. C'est une photo de Rudy et moi lors d'un dîner pour son anniversaire, il me semble. Quand on cachait notre relation à mon oncle et ma tante, j'attendais qu'ils soient tous les deux partis travailler. J'emmenais les enfants à l'école et je retrouvais Rudy dans la rue. Je me sentais en sécurité quand je lui parlais. C'était nouveau pour moi de fréquenter un homme aussi rassurant. Il semblait différent. Il était gentil et doux. C'est l'homme qui allait m'aider à sortir de l'enfer dans lequel je vivais. Un jour, je lui ai dit que je cachais un secret. Puis j'ai fini par lui révéler ce qui se passait. Il m'a dit qu'il voulait nous aider, mes enfants et moi, à sortir de là parce que ce n'était pas normal. Il était très en colère. Mais je lui ai dit que je ne pouvais rien faire. Parce que s'il s'impliquait, ou si je partais, mon oncle nous trouverait et nous tuerait tous. C'est répugnant. T'es ignoble. Quand mon oncle a découvert mon histoire avec Rudy, il a perdu la tête et s'est emparé d'un bidon d'essence. Il s'est mis à en verser tout autour de la maison et à crier que j'étais une catin, une traînée. Et qu'il allait tous nous brûler si je ne faisais pas ce qu'on me disait de faire. Si tu revois Rudy, je brûlerai cette maison et personne ne pourra plus vous voir, ni toi, ni tes enfants. Chevo, sors d'ici. Tu me dégoûtes. Allez. J'avais l'impression que mon oncle était psychopathe. C'était de la folie. Je pensais qu'il en était capable et qu'il le ferait. Ma tante a réussi à le calmer et à le faire rentrer. Après ça, j'ai su que je devais trouver le moyen de m'échapper et de protéger mes enfants.
Je n'étais pas en sécurité. C'était cruel et maléfique. J'en avais marre de tout ça. Mes enfants et moi étions en danger. Alors j'ai dit à Rudy, ça suffit, ça a assez duré. Je veux sortir de là. Comme mon oncle et ma tante étaient au travail, il m'a dit, tiens-toi prête. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris quelques vêtements pour moi et quelques-uns pour mes enfants et rien d'autre. Je craignais pour ma vie, pour celle de Rudy et pour celle de mes enfants. J'avais peur que mon oncle ne le découvre et s'en prenne à moi. Il avait peut-être déjà prévu de venir nous tuer. Je gardais ce secret depuis si longtemps que le jour où j'ai décidé de me rendre au poste de police pour raconter mon histoire, j'étais terrifiée. J'avais peur qu'on ne me croie pas. J'étais toute tremblante parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, si j'allais encore avoir des ennuis. J'avais toujours à l'esprit les menaces de mon oncle, comme quoi j'irais moi aussi en prison. Après toutes ces années de bourrage de crâne, j'en étais convaincue. Mais quand j'ai tout raconté à la police, j'ai compris qu'il m'avait menti et qu'il était en tort. J'ai pleuré, je n'en revenais pas. C'était enfin fini. J'étais en état de choc, je n'arrivais pas à y croire. Et je n'y ai pas cru jusqu'à ce qu'on aille au procès et que je les vois avec leur combinaison orange et les menottes. Quand j'ai vu mon oncle au tribunal, j'ai compris qu'il n'était pas puissant et qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Le procureur m'a demandé si je voulais faire une déclaration. Je voulais être entendue. Voilà ce que j'ai déclaré à mon oncle Chevo. Tu étais censé être mon tuteur et mon père, m'élever, prendre soin de moi et m'aimer. Mais tu as fait tout le contraire. Tu m'as volé mon enfance. Chevo, tu m'as fait souffrir et torturé pendant plus d'une décennie. Tu es un monstre. Tu ne pourras plus faire de mal, ni à moi, ni à mes deux belles et merveilleuses filles, ni à aucune autre personne innocente. Pardon. Tu ne voleras plus l'innocence de personne. La punition que tu vas recevoir aujourd'hui est celle que tu mérites pour avoir été aussi méchant. C'était dur de lire ce texte face à lui dans la salle d'audience. Et ce lâche n'a même pas osé lever les yeux pour reconnaître ma présence. Mais c'était pas grave. J'avais besoin de lui dire ces mots pour qu'il sache ce qu'il était. Ça m'a aidé un peu de lui faire comprendre que c'était un monstre et un lâche. Qu'il ne détruirait plus personne et qu'il avait ce qu'il méritait.
En entendant les sentences, j'ai eu le sentiment que justice était faite. Mais il n'a pas passé beaucoup de temps en prison parce qu'il est mort. J'étais en colère parce que j'aurais voulu qu'il souffre autant d'années qu'il m'avait fait souffrir. J'ai appris qu'il faut pardonner, mais pas oublier. Dieu voit tout. Je pardonne à ces vilaines personnes. Et leur pardonner m'aide à guérir. C'est une façon pour moi de me détacher de tout ce qu'ils m'ont fait. Rudy m'a donné le courage de reprendre la lutte. Il a éclairé ma vie et il m'a montré que j'avais des raisons de me battre et de ne pas renoncer. Je pense que sans lui, je serais encore dans cette maison avec mon oncle et ma tante. Il a été un pilier pour moi. Je ne suis plus vraiment en contact avec mon frère et ma sœur. J'aimerais que ce soit différent. Mais aujourd'hui, mes enfants et mon mari sont toute ma vie. Sans eux, je ne serais pas là. Quelques mois après m'être enfui, Rudy et moi avons décidé de dire aux enfants que j'étais leur mère. Ce jour-là, on s'est assis dans notre chambre. On était tous sur le lit et je leur ai dit qu'on avait une chose importante à leur dire et qu'ils ne comprendraient peut-être pas, mais qu'ils devaient connaître la vérité. C'est là que je leur ai dit « Je suis votre mère ». Ils m'ont regardé très troublés parce qu'ils étaient petits. Puis, ils m'ont demandé « Qui est l'autre dame ?» J'ai répondu « Une dame dont vous n'avez pas à vous souvenir. Elle est sortie de nos vies et je veux que vous l'oubliez. Elle n'est pas importante. » Je voulais qu'ils sachent qu'il existe des gens capables de faire beaucoup de mal et qu'il faut être vigilant à son entourage. Je voulais leur apprendre à savoir repérer ce qui n'est pas normal. C'était donc surtout une leçon pour mes filles. On s'est ensuite serrés les uns contre les autres et on a versé quelques larmes. Mes enfants m'ont dit qu'ils m'aimaient et qu'ils étaient heureux. Je me sentais bien. Et j'étais heureuse de leur avoir enfin appris que j'étais leur mère. Et ils l'ont accueilli comme un honneur. Ils m'ont dit que j'étais une bonne mère. Quand elles ont eu 15 et 18 ans, on a eu une autre discussion. C'était vers 2021, peut-être 2020. Cette fois-ci, on leur a raconté ce qui m'était arrivé. Elles étaient très tristes que leur mère ait subi tout ça. Mais en même temps, elles étaient fières que je m'en sois sortie et que je les ai aidées à survivre. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ma vie d'aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que je puisse être si heureuse.
et élever mes enfants et leur apprendre à distinguer le bien du mal. Je ne veux pas que mes enfants pensent que je regrette de les avoir eus. Je ne regretterai jamais d'avoir eu mes enfants parce que je les aime de tout mon cœur et que je ferai n'importe quoi pour eux. Ils m'aident à guérir et à être heureuse. Je vis pour eux. Je laisse le passé au passé pour eux, afin de pouvoir les rendre heureux, eux et mon mari. Quand je vois des gens qui n'ont pas raconté leur histoire, je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent se faire aider quand ils seront prêts à parler. J'espère qu'après avoir vu cette émission, ils n'auront plus peur de raconter l'histoire qu'ils ont vécue. Il est un peu plus de 5 heures du matin quand la sirène perce le silence, un cri mécanique qui déchire une ville encore endormie, et à cet instant précis personne ne le sait encore mais ce son va devenir le premier battement d'un cauchemar qui durera plus de 20 ans, un cold case né dans la brume froide de l'hiver 1998, une affaire qui va fracturer une communauté entière avant de s'enfouir dans les archives poussiéreuses de la police, là où dorment les dossiers que plus personne n'ose ouvrir, et pourtant tout commence par un détail presque banal, une voiture mal garée, phares éteints, portière entr'ouverte, abandonnée sur le bas-côté d'une route départementale, à la sortie de la ville, là où les lampadaires s'espacent et où la nuit reprend ses droits, un endroit que les habitants traversent sans y penser, sans imaginer qu'il puisse un jour devenir le centre d'un cold case qui hantera des générations entières. Quand les premiers agents arrivent, le jour commence à peine à se lever, un ciel gris, lourd, collé au toit, et l'air est glacial, mordant, il s'infiltre sous les manteaux, glace les doigts, mais surtout il fige les expressions, car très vite ils comprennent que cette voiture n'est pas simplement en panne, à l'intérieur, sur le siège conducteur, le sac à main est là, ouvert, renversé, son contenu éparpillé comme si quelqu'un avait fouillé à la hâte, des papiers, un rouge à lèvres, un trousseau de clés, tout sauf le téléphone, tout sauf la personne à qui appartenait cette voiture, et déjà un mot circule à voix basse, presque interdit, disparition, une disparition qui n'a rien de volontaire, une disparition qui sent la panique, la violence, le geste brutal et irréversible. La voiture est rapidement identifiée, elle appartient à une femme de 32 ans, employée municipale, connue de tous dans le quartier, discrète, ponctuelle, sans histoire, une vie rangée, un mari, un enfant encore jeune, une routine millimétrée, et ce matin-là elle n'est jamais rentrée chez elle, son mari a attendu, a appelé, a tourné en rond dans la maison avant de prévenir la police, persuadé au fond de lui que quelque chose n'allait pas, et à mesure que les heures passent, cette certitude devient une peur sourde qui gagne toute la ville, car ici tout le monde se connaît, tout le monde se croise, au marché, à l'école, au café, et soudain chacun se demande comment une femme peut disparaître sans laisser de traces, comment une vie peut s'évaporer entre deux rues, entre le travail et la maison, sans témoin, sans cri, sans appel à l'aide. Les enquêteurs bouclent la zone, prennent des photos, relèvent les premiers indices, les pneus, la position de la voiture, la clé absente du contact, et déjà les hypothèses s'entrechoquent, panne suivie d'une mauvaise rencontre, agression ciblée, crime d'opportunité, rien n'est exclu, tout est possible, trop possible, et c'est précisément ce qui rend l'atmosphère étouffante, car dans un cold case en devenir, l'excès de piste est souvent le premier piège, celui qui disperse l'attention et dilue la vérité jusqu'à la rendre invisible. Très vite les médias locaux s'emparent de l'affaire, titres alarmants, photos floues, appels à témoins, le visage de la disparue s'affiche en vitrine, sur les panneaux municipaux, dans les journaux du matin, et chaque regard posé sur ce portrait devient un rappel brutal, une question muette, comment cela a-t-il pu arriver ici? Pas chez nous, pas dans cette ville tranquille, et pourtant la peur s'installe, insidieuse, elle se glisse dans les conversations, modifie les habitudes, on ferme les portes plus tôt, on accompagne les enfants, on évite les routes isolées, comme si le simple fait de changer de trajet pouvait tenir le danger à distance. Les premières heures sont cruciales, les enquêteurs le savent,
ils interrogent le voisinage, les collègues, les commerçants, chacun est sommé de se souvenir, d'extraire de sa mémoire un détail, un visage, une voiture inconnue, un bruit inhabituel, mais les souvenirs sont fragiles, malléables, contaminés par la peur et par ce que l'on croit avoir vu après coup. Certains parlent d'un homme rôdant près du parking, d'autres d'une dispute entendue la veille, des témoignages contradictoires qui s'accumulent sans jamais se recouper parfaitement, comme les pièces d'un puzzle qui refuserait obstinément de s'emboîter. Puis il y a cette rumeur, persistante, presque toxique, celle qui désigne un suspect avant même que l'enquête ne l'ait officiellement fait, un collègue, un voisin, quelqu'un de trop discret, de trop étrange. Dans une petite ville, il suffit parfois d'un regard fuyant ou d'un passé un peu flou pour devenir l'incarnation du mal, et très vite la communauté se divise, entre ceux qui veulent croire à une explication simple, rassurante, un coupable identifiable, et ceux qui sentent confusément que l'affaire est bien plus sombre, bien plus complexe, qu'elle ne se laissera pas enfermer dans un récit facile. Les jours passent, puis les semaines, les recherches s'étendent aux forêts alentours, aux cours d'eau, aux bâtiments abandonnés, des battues sont organisées, des bénévoles se joignent à la police, fouillent, retournent la terre, scrutent les fossés, chaque sac plastique devient une menace, chaque odeur suspecte fait retenir le souffle, mais rien, aucun corps, aucun indice décisif, seulement le silence, un silence assourdissant qui commence à peser sur les épaules des enquêteurs comme un échec anticipé. À mesure que le temps s'étire, l'affaire change de nature, elle glisse lentement du statut d'urgence à celui de cold case, même si personne n'ose encore prononcer ces mots à voix haute, car dire cold case, c'est admettre que l'on est en train de perdre, que la vérité s'éloigne à chaque jour qui passe, que les preuves se dégradent, que les témoins oublient ou meurent, et pourtant cette transformation est déjà en marche, insidieuse, implacable. Le mari devient une figure centrale malgré lui, observé, scruté, disséqué par l'opinion publique, chaque geste, chaque déclaration est analysée, amplifiée, déformée, il pleure trop ou pas assez, il parle trop vite ou trop lentement, et cette suspicion permanente ajoute une couche supplémentaire de drame à une situation déjà insoutenable, car dans les cold cases, la douleur des proches se double souvent d'un soupçon injuste, d'un regard accusateur qui ne disparaît jamais complètement. Les enquêteurs continuent pourtant, ils reconstituent les derniers trajets, examinent les appels téléphoniques, les relevés bancaires, cherchent une anomalie, un détail qui détonne dans une vie apparemment ordinaire, mais plus ils creusent, plus ils se heurtent à une normalité frustrante, pas de dette, pas de conflit connu, pas de double vie, rien qui puisse expliquer une disparition aussi brutale, et cette absence de mobile devient en soi un élément troublant, presque inquiétant, comme si le crime n'avait pas besoin de raison pour exister. Dans les cafés, sur les places, dans les couloirs de l'école, l'affaire est sur toutes les lèvres, chacun y va de sa théorie, de son intuition, certains parlent d'un tueur de passage, d'autres d'un règlement de compte caché, et peu à peu la peur se transforme en fascination morbide, un besoin presque malsain de comprendre, de mettre des mots sur l'horreur, parce que l'inconnu est toujours plus terrifiant que le pire des scénarios. Puis un matin, l'enquête ralentit brutalement, faute de nouvelles pistes, faute de preuves exploitables, les équipes sont réduites, le dossier est rangé dans une armoire métallique, étiquetée, datée, et même si officiellement rien n'est abandonné, dans les faits la ville comprend que la disparition de 1998 est en train de devenir ce que tout le monde redoute, un cold case, un mystère sans réponse, une blessure ouverte qui ne cicatrisera jamais vraiment. Mais ce que personne ne sait encore, à ce moment-là, c'est que ce silence apparent n'est qu'une illusion, que sous la surface, quelque chose continue de fermenter, des détails ignorés, des paroles mal comprises, des indices jugés insignifiants, et que des années plus tard, ce cold case reviendra frapper la ville avec une violence décuplée, faisant voler en éclats des certitudes longtemps ancrées, car dans cette affaire, la vérité n'a jamais disparu, elle a simplement attendu son heure, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir au moment le plus inattendu. Quand les gyrophares cessent de tourner et que les rubans de sécurité sont retirés, la route reprend son apparence ordinaire, mais pour ceux qui vivent ici, plus rien n'est vraiment normal, car l'absence laisse une trace bien plus profonde qu'un corps retrouvé, et dans cette ville désormais sur ses gardes, chaque silence devient suspect, chaque retard inexpliqué déclenche une alarme intérieure, tandis que les enquêteurs, eux, s'enfoncent dans une routine plus sombre encore, celle des dossiers qui n'avancent plus, des pistes qui se délitent, et des nuits passées à refaire mentalement les mêmes hypothèses, encore et encore, en se demandant où, exactement, tout a dérapé.
Très vite, l'enquête bascule dans une phase plus intime, presque intrusive, celle où l'on dissèque la vie de la disparue à la recherche d'une faille invisible, d'un secret enfoui, car dans un cold case naissant, l'idée qu'une victime puisse n'avoir aucun ennemi dérange profondément, alors on remonte le temps, on reconstitue les semaines précédentes, les conversations anodines, les gestes répétés 1000 fois, et chaque détail, même le plus insignifiant, est examiné comme s'il pouvait contenir la clé de toute l'affaire, une clé qui refuse obstinément d'apparaître. Les collègues sont interrogés à nouveau, séparément, longuement, certains commencent à douter de leurs propres souvenirs, d'autres se sentent accusés sans l'être officiellement, l'atmosphère se tend, les langues se ferment, car plus le temps passe, plus parler devient dangereux, un mot mal interprété peut faire basculer une vie, et dans une petite ville, la frontière entre témoins et suspects est parfois terriblement mince, presque invisible. Puis il y a cette piste, fragile mais troublante, celle d'un appel téléphonique passé la veille de la disparition, un appel bref, sans message, un numéro qui n'apparaît pas clairement dans les relevés, à l'époque les technologies sont limitées, les données incomplètes, et cet appel devient une obsession pour les enquêteurs, un signal fantôme, peut-être un rendez-vous, peut-être une menace, peut-être rien du tout, mais dans un cold case, même le doute a du poids, même l'absence de certitude devient un indice. Les médias nationaux commencent à relayer l'affaire, le terme cold case apparaît pour la première fois dans un grand quotidien, imprimé en caractères gras, comme une condamnation prématurée, et cette simple expression suffit à raviver la colère des proches, car accepter l'idée d'un cold case, c'est accepter que la justice puisse échouer, que la vérité puisse rester hors de portée, et pour la famille, cette perspective est insupportable, presque obscène. Le mari, lui, s'enferme dans un silence de plus en plus épais, chaque interview est une épreuve, chaque question une accusation déguisée, et même si rien ne permet de l'impliquer, son statut d'époux le place au centre d'un soupçon diffus, alimenté par les clichés, par les affaires passées, par cette croyance tenace que le danger vient toujours de l'intérieur, et dans ses regards fatigués, certains disent voir une culpabilité cachée, d'autres seulement un homme brisé, incapable de comprendre comment sa vie a pu basculer en une nuit. Les enquêteurs fouillent aussi le passé plus lointain, les anciennes relations, les déménagements, les conflits oubliés, mais là encore, rien de concret, seulement des silhouettes floues, des noms qui ne mènent nulle part, et plus ils avancent, plus l'enquête ressemble à un labyrinthe sans centre, un espace où chaque couloir mène à un mur, renforçant cette impression glaçante que la vérité se dérobe volontairement. Pendant ce temps, la ville change de visage, les cafés autrefois bruyants deviennent des lieux de chuchotement, les regards se croisent puis se détournent, comme si chacun craignait d'être observé, jugé, et cette atmosphère de suspicion collective est peut-être l'un des effets les plus destructeurs des cold cases, car le crime ne s'arrête pas à la disparition, il continue de contaminer les relations, de fissurer la confiance, de transformer des voisins en étrangers. Une battue est organisée une dernière fois, plus symbolique que réellement efficace, les participants avancent en ligne, scrutent le sol, les sous-bois, mais l'espoir a changé de nature, il ne s'agit plus de retrouver quelqu'un vivant, seulement de mettre fin à l'incertitude, de ramener quelque chose, n'importe quoi, qui permettrait de clore ce chapitre douloureux, mais la forêt reste muette, indifférente aux appels, aux prières, et le retour se fait dans un silence encore plus lourd que le départ. Les semaines deviennent des mois, les mois glissent vers des années, et dans les bureaux de la police, le dossier grossit sans s'enrichir réellement, des rapports, des comptes rendus, des hypothèses barrées, et ce poids administratif devient presque une métaphore de l'affaire elle-même, volumineuse, complexe, mais désespérément vide en son cœur. Certains enquêteurs demandent leur mutation, d'autres s'acharnent par fierté ou par obsession, refusant d'abandonner ce cold case qui les hante jusque dans leur sommeil, car il y a des affaires qui s'incrustent dans la conscience, qui deviennent personnelles, et celle-ci en fait partie, une disparition sans violence visible, sans explication rationnelle, comme si la victime s'était dissoute dans l'air froid de 1998. Des années plus tard, un nouveau témoignage surgit, tardif, incertain, une personne affirme avoir vu une voiture suivre celle de la disparue ce soir-là, un détail longtemps gardé pour soi par peur ou par oubli, et cette révélation, aussi fragile soit-elle, rallume une flamme vacillante. Les enquêteurs rouvrent certaines pistes, revisitent les lieux, mais le temps a fait son œuvre, les routes ont changé, les arbres ont poussé, les souvenirs se sont déformés, et ce qui aurait pu être décisif autrefois n'est plus qu'une ombre parmi d'autres. Le terme cold case n'est plus évité, il est désormais assumé,
presque institutionnalisé, inscrit dans les rapports officiels, et avec lui vient une forme de résignation, une acceptation forcée que certaines affaires ne se résolvent pas, qu'elles restent en suspens, comme des questions sans réponse gravées dans la mémoire collective. Pourtant, sous cette apparente immobilité, quelque chose continue de travailler en profondeur, une incohérence persistante, un détail qui ne colle pas, une sensation diffuse que la vérité est là, quelque part, dissimulée derrière une accumulation d'erreurs, de malentendus, de décisions prises trop vite ou trop tard, et cette intuition, partagée par quelques enquêteurs obstinés, empêche le dossier de sombrer complètement dans l'oubli. Car dans chaque cold case, il existe un moment précis, souvent invisible sur le moment, où tout aurait pu basculer, une question non posée, un témoin non écouté, une preuve jugée secondaire, et plus le temps passe, plus ce moment devient une obsession, une plaie ouverte que rien ne semble pouvoir refermer. La ville, elle, apprend à vivre avec ce vide, la photo de la disparue jaunie sur les panneaux d'affichage, puis disparaît, remplacée par d'autres annonces, d'autres urgences, mais dans certaines maisons, dans certains esprits, elle reste intacte, figée dans le temps, comme si 1998 n'avait jamais vraiment pris fin, comme si le cold case continuait de se dérouler, en silence, chaque jour un peu plus profondément ancré dans la mémoire collective, attendant, sans le savoir encore, le choc brutal qui le fera ressurgir des années plus tard. Les années passent sans faire de bruit, mais elles laissent derrière elles une usure lente, presque imperceptible, et dans cette affaire, le temps devient un ennemi silencieux, un complice involontaire qui efface les traces, émousse les souvenirs et transforme les certitudes en hypothèses fragiles, pendant que le cold case de 1998 s'installe définitivement dans une zone grise, ni tout à fait abandonné, ni réellement vivant, un dossier qui respire encore mais à peine, maintenu artificiellement par quelques noms, quelques dates, quelques photos devenues presque abstraites. Dans les locaux de la police, le carton qui contient l'affaire change plusieurs fois d'étagère, il est déplacé lors des réorganisations, ressorti lors d'audits internes, puis rangé à nouveau, et chaque manipulation est accompagnée du même malaise, celui d'un échec collectif que personne n'a envie de regarder trop longtemps en face, car ce cold case n'est pas seulement une disparition non élucidée, il est devenu un symbole, la preuve qu'ici aussi, dans cette ville ordinaire, la justice peut se heurter à un mur invisible. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire à ses débuts vieillissent, certains prennent leur retraite, d'autres quittent la région, emportant avec eux des fragments de mémoire impossibles à transmettre entièrement par écrit, des intuitions, des impressions, des détails ressentis mais jamais formalisés, et cette perte humaine est peut-être l'une des blessures les plus profondes des cold cases, car une enquête n'est jamais seulement un ensemble de preuves, c'est aussi une somme de regards, de voix, de ressentis qui disparaissent avec ceux qui les portaient. Dans la ville, une nouvelle génération grandit sans avoir connu la disparue autrement que par les récits fragmentaires des adultes. Pour eux, le cold case de 1998 est presque une légende urbaine, une histoire racontée à voix basse lors des soirées d'hiver, une mise en garde implicite, un rappel que quelque chose de terrible s'est produit autrefois, sans que personne ne puisse dire exactement quoi, ni pourquoi, et cette transmission imparfaite transforme peu à peu le drame en mythe, en souvenir collectif déformé. Pour la famille, en revanche, le temps n'adoucit rien, il durcit tout, chaque anniversaire devient une épreuve, chaque fête un rappel cruel de l'absence, et l'incertitude ronge plus sûrement que la mort, car tant que le corps n'est pas retrouvé, tant que la vérité n'est pas dite, l'esprit refuse de clore le deuil, oscillant sans cesse entre l'espoir irrationnel et la peur la plus noire, un va-et-vient épuisant qui finit par isoler, par éloigner même les soutiens les plus sincères. À plusieurs reprises, le dossier est rouvert brièvement, à la suite d'un signalement, d'une dénonciation anonyme, d'un témoignage tardif, et chaque fois le même scénario se répète, une montée d'adrénaline, des réunions improvisées, des cartes ressorties, des lieux revisités, puis la retombée brutale, l'inévitable constat que l'élément nouveau n'est pas assez solide, pas assez précis, pas assez exploitable, et à chaque déception, le cold case s'enfonce un peu plus dans la frustration et le doute. Un jour, pourtant, un détail refait surface, presque par hasard, lors d'une numérisation des anciens dossiers, une note manuscrite, mal classée, rédigée par un enquêteur aujourd'hui décédé, quelques lignes seulement, évoquant une incohérence dans l'emploi du temps de la disparue, un laps de temps inexpliqué, une vingtaine de minutes qui ne correspondent à aucun trajet logique, et ce détail, ignoré à l'époque faute de moyens, prend soudain une autre dimension, car dans un cold case, 20 minutes peuvent contenir toute la vérité.
Cette note attire l'attention d'un jeune enquêteur, récemment affecté à l'unité des affaires non élucidées, quelqu'un qui n'a pas vécu l'affaire émotionnellement, qui n'a pas connu la pression médiatique, ni les erreurs initiales, et ce regard neuf agit comme un électrochoc, il relit tout depuis le début, sans hiérarchie, sans idée préconçue, et il découvre une accumulation de petites anomalies, trop petites pour être décisives isolément, mais troublantes lorsqu'on les observe ensemble. Il remarque notamment que la voiture de la disparue n'a jamais été examinée avec les techniques modernes, à l'époque les analyses ADN étaient limitées, coûteuses, réservées aux affaires les plus flagrantes, et ce qui avait été jugé exploitable en 1998 ne l'est plus du tout selon les standards actuels. Cette prise de conscience ravive une question obsédante, et si la preuve était là depuis le début, sous les yeux de tous, mais invisible faute d'outils adaptés. La hiérarchie hésite, rouvrir officiellement un cold case coûte cher, mobilise des ressources, expose à la critique, surtout dans une affaire aussi ancienne et médiatisée, mais l'argument finit par s'imposer, la technologie a évolué, les bases de données se sont élargies, ce qui était impossible hier devient envisageable aujourd'hui, et cette perspective crée une tension nouvelle, un mélange d'espoir prudent et de crainte, car rouvrir une affaire, c'est aussi risquer de confirmer définitivement qu'il n'y aura jamais de réponse. La voiture est sortie de l'entrepôt où elle dormait depuis des années, recouverte de poussière, figée dans le temps, et lorsque les techniciens l'examinent à nouveau, ils ont l'impression de dialoguer avec le passé, chaque trace, chaque fibre devient un message potentiel, un murmure venu de 1998, et ce processus minutieux, presque religieux, redonne une forme de vie à l'enquête, comme si le cold case refusait obstinément de se laisser enterrer. Dans la ville, la rumeur recommence à circuler, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement, on parle d'une réouverture, d'analyse ADN, de nouvelles pistes, et cette agitation réveille des émotions enfouies, certains habitants ressentent un soulagement inattendu, d'autres une angoisse profonde, car si la vérité refait surface, elle pourrait bouleverser des équilibres construits depuis des décennies, révéler des secrets soigneusement dissimulés, remettre en cause des réputations solidement établies. Car c'est là toute la violence potentielle des cold cases, ils ne frappent jamais seulement le passé, ils explosent dans le présent, là où les gens ont refait leur vie, où les coupables présumés sont devenus des voisins respectables, des parents, des grands-parents, et cette perspective crée une tension sourde, presque palpable, comme si la ville retenait son souffle, consciente que quelque chose est en train de se remettre en mouvement. Les analyses prennent du temps, des mois parfois, et chaque attente est une épreuve supplémentaire, les proches oscillent entre l'excitation et la peur, car obtenir une réponse signifie aussi affronter une réalité qu'ils ont repoussée pendant des années, et dans cette attente prolongée, le cold case cesse d'être une simple affaire policière, il redevient une présence envahissante, un spectre qui s'invite à nouveau dans le quotidien. Pendant ce temps, l'enquêteur poursuit son travail en silence, il recoupe les emplois du temps, les témoignages anciens, les registres oubliés, et peu à peu, une figure commence à se détacher de l'arrière-plan, quelqu'un qui était là sans être vraiment vu, un nom mentionné une seule fois dans le dossier initial, sans suite, faute de preuves, faute d'insistance, et ce nom, longtemps anodin, prend soudain une résonance particulière. Rien n'est encore certain, rien n'est encore formulé officiellement, mais dans l'esprit de ceux qui travaillent sur l'affaire, une conviction naît lentement, presque malgré eux, celle que le cold case de 1998 n'est peut-être pas aussi insoluble qu'on l'a cru, que la vérité n'a pas disparu, qu'elle a simplement attendu que le temps, paradoxalement, joue en sa faveur, et cette intuition, aussi fragile soit-elle, suffit à relancer une machine que beaucoup pensaient définitivement arrêter, préparant, sans que personne ne le mesure encore, le choc immense qui va secouer la ville entière. Quand les premiers résultats arrivent enfin, ils ne font aucun bruit, pas de sirène, pas de flash, seulement un dossier électronique qui s'ouvre sur un écran, des lignes de chiffres, des probabilités, et pourtant dans cette pièce impersonnelle, l'air semble se contracter, car ce que les techniciens sont en train de lire pourrait faire basculer 20 années de certitude fragile, le cold case de 1998 s'agite de nouveau, comme un corps que l'on croyait inerte et qui donne soudain un signe de vie. Sur le volant, sur la poignée intérieure de la portière, sur un fragment de tissu coincé sous le siège, des traces génétiques apparaissent, partielles, dégradées, mais suffisantes pour dessiner un profil, un ADN inconnu, qui n'appartient ni à la disparue, ni à son mari, ni aux enquêteurs, et cette découverte agit comme une onde de choc silencieuse, car pour la première fois depuis des années, l'affaire n'est plus seulement une absence, elle devient une présence tangible, une empreinte laissée.
par quelqu'un qui était là, cette nuit-là, dans ou autour de la voiture. Les bases de données sont consultées, les correspondances automatiques lancées, et pendant des jours, rien ne se passe, l'attente recommence, oppressante, familière, jusqu'à ce qu'un signal apparaisse, faible mais réel, une correspondance partielle avec un profil enregistré pour une infraction mineure commise au début des années 2000, un délit sans violence, presque insignifiant. À l'époque personne n'aurait pu imaginer que ce nom, noyé parmi des milliers d'autres, puisse un jour être relié à un cold case aussi ancien. Le nom s'affiche sur l'écran, il ne dit rien à la plupart des enquêteurs, mais pour ceux qui connaissent bien le dossier, il résonne étrangement, car il figure déjà dans les archives, mentionné une seule fois, lors des premières semaines de l'enquête, un témoin secondaire, quelqu'un qui disait d'avoir aperçu une voiture sur le bas-côté cette nuit-là, un homme jugé coopératif, sans histoire, rapidement écarté, et cette redécouverte est profondément troublante, car elle suggère que la vérité a peu être croisé l'enquête dès le début, avant de s'échapper par manque de preuves. La hiérarchie est immédiatement alertée, des réunions s'enchaînent, les mots sont pesés, car chaque décision peut avoir des conséquences immenses. Rouvrir officiellement la piste signifie exposer l'institution à des critiques, admettre que l'on est peut-être passé à côté de l'essentiel pendant plus de 20 ans, mais cette fois, le doute n'est plus abstrait, il est inscrit dans la matière même, dans ces fragments d'ADN qui refusent de se taire. L'homme est localisé, il n'habite plus la région, il a refait sa vie ailleurs, un emploi stable, une famille, une existence apparemment sans aspérité, et cette normalité est en soi perturbante, car elle rappelle une vérité dérangeante, les auteurs de crimes liés à des cold cases ne sont pas toujours des monstres visibles, ils sont souvent des figures ordinaires, intégrées, invisibles, et cette banalité rend la perspective de l'interpellation encore plus explosive. Avant toute action, les enquêteurs replongent dans le passé, relisent les auditions, réécoutent les bandes, analysent les silences, les hésitations, les phrases banales qui prennent soudain une autre couleur, et dans cet exercice rétrospectif, ils découvrent de petites dissonances, des incohérences mineures, des détails qui, à l'époque, n'avaient pas suffi à alerter, mais qui aujourd'hui s'alignent avec une précision presque inquiétante. Ils notent notamment une variation dans les horaires déclarés, une confusion sur l'itinéraire emprunté, rien de spectaculaire, rien qui aurait justifié une garde à vue prolongée en 1998, mais mis bout à bout, ces éléments dessinent un contour plus net, celui d'un homme qui était là, qui savait quelque chose, peut-être plus qu'il ne l'a jamais admis, et cette accumulation transforme progressivement le soupçon en hypothèse sérieuse. La décision est prise d'organiser une discrète surveillance, sans alerter les médias, sans raviver prématurément la tempête, car dans un cold case, la moindre fuite peut compromettre des années de travail, l'homme est observé à distance, ses habitudes notées, ses déplacements analysés, et ce quotidien banal contraste violemment avec la gravité des soupçons, créant un malaise profond chez ceux qui le suivent, comme si deux réalités incompatibles coexistaient en parallèle. Pendant ce temps, la famille de la disparue est informée avec précaution, les mots sont choisis, mesurés, car annoncer une avancée après tant d'années est un exercice cruel, porteur d'espoir mais aussi de terreur, car si cette piste échoue, elle pourrait briser définitivement ce qu'il reste d'illusion, et dans leur regard, les enquêteurs lisent à la fois une attente fébrile et une peur viscérale, celle de se voir encore une fois privés de réponse. La ville, elle, commence à sentir que quelque chose se trame, des journalistes flairent une réouverture majeure, des rumeurs circulent sur les réseaux, on évoque une arrestation imminente, un dénouement spectaculaire, et cette agitation ravive les blessures anciennes, oblige chacun à se repositionner face à un passé que l'on croyait enfoui, car si le cold case est sur le point d'être résolu, alors plus personne ne pourra prétendre qu'il n'a jamais existé. Les enquêteurs attendent le bon moment, celui où les preuves seront suffisamment solides pour résister à l'épreuve du contradictoire, car dans une affaire aussi ancienne, la moindre faille peut être exploitée, et cette attente tend les nerfs, crée une pression constante, car le temps, autrefois ennemi, devient paradoxalement un allié fragile, chaque jour supplémentaire permettant de consolider le dossier. Puis arrive le signal tant attendu, la correspondance ADN est confirmée, renforcée par une seconde analyse indépendante, le doute scientifique s'efface, laissant place à une certitude froide, presque clinique, et dans ce moment précis, le cold case de 1998 cesse d'être une abstraction, il se cristallise autour d'un nom, d'un visage, d'une adresse, et cette transformation est vertigineuse. Pourtant, malgré cette avancée majeure, une question continue de hanter les enquêteurs, où est le corps, que s'est-il réellement passé cette nuit-là,
Et surtout, comment un homme a-t-il pu traverser 2 décennies sans jamais être inquiété, vivant au milieu des autres, portant en lui un secret capable de détruire toute une ville, car même à l'aube de ce qui ressemble à une résolution, le Cold Case conserve une part d'ombre, une menace silencieuse, prête à surgir au moment le plus critique. L'interpellation a lieu à l'aube, dans une rue calme bordée de pavillons identiques, un décor presque trop paisible pour contenir la violence symbolique de ce qui s'apprête à se produire, et lorsque les policiers frappent à la porte, le froid du matin semble se figer autour d'eux, car cet instant marque la collision brutale entre le présent et un Cold Case que l'on croyait figé dans le passé, une collision dont les ondes vont se propager bien au-delà de cette maison ordinaire. L'homme ouvre, encore engourdi de sommeil, surpris sans être totalement abasourdi, comme s'il avait toujours su que ce moment finirait par arriver, et ce regard, bref, insaisissable, trouble immédiatement les enquêteurs, car il ne correspond ni à la panique d'un innocent ni à la colère d'un accusé pris au piège, mais à quelque chose de plus opaque, un mélange de résignation et de calcul, une expression que l'on n'oublie pas facilement, surtout lorsqu'elle est associée à un Cold Case vieux de plus de 20 ans. À l'intérieur, la maison est rangée, presque clinique, des photos de famille accrochées au mur, des dessins d'enfants sur le réfrigérateur, autant de preuves d'une vie construite loin de la disparition de 1998, et cette normalité apparente crée un malaise profond, car elle rappelle cruellement que le temps n'a pas seulement passé pour les victimes, il a aussi permis à certains de continuer, d'avancer, peut-être de se dissimuler derrière une façade irréprochable. L'homme est conduit au commissariat sans résistance, les voisins observent la scène à distance, certains filment, d'autres détournent le regard, et déjà les réseaux sociaux s'embrasent, le mot Cold Case envahit les écrans, accompagné de commentaires incrédules, car l'idée qu'une affaire aussi ancienne puisse ressurgir ainsi, au petit matin, choque autant qu'elle fascine, et cette arrestation devient instantanément un événement national. Dans la salle d'audition, le temps semble se replier sur lui-même, les murs sont blancs, impersonnels, mais l'air est chargé d'histoire, et lorsque l'enquêteur prononce le nom de la disparue, suivi de la date, 1998, un léger frémissement traverse le visage de l'homme, presque imperceptible, mais suffisant pour être noté, car dans un Cold Case, le corps parle souvent avant les mots. Les premières questions sont simples, factuelles, destinées à établir un cadre, à recréer le contexte, et l'homme répond calmement, parfois trop calmement, comme s'il avait répété ce scénario en silence pendant des années. Ses réponses sont précises, fluides, mais cette fluidité elle-même devient suspecte, car elle contraste avec les hésitations observées dans les auditions anciennes, et ce décalage intrigue les enquêteurs, suggérant une préparation, une maîtrise construite avec le temps. Lorsque l'ADN est évoqué, la pièce se tend instantanément, l'homme se tait, regarde la table, inspire profondément, et ce silence, plus que n'importe quel aveu, pèse lourd, car il marque une rupture nette, un point de bascule, la fin d'une narration contrôlée, et dans ce vide soudain, les enquêteurs sentent que le Cold Case est en train de se fissurer de l'intérieur. Il finit par parler à nouveau, évoque un passage sur cette route en 1998, admet avoir été présent, sans jamais expliquer pourquoi son ADN se retrouve dans la voiture, il parle de souvenirs flous, d'une nuit confuse, de coïncidences malheureuses, une stratégie classique dans les affaires anciennes, jouer sur l'érosion du temps, sur l'impossibilité de prouver chaque minute, chaque geste, et cette tentative de dilution de la responsabilité rappelle cruellement les limites de la justice face au Cold Case. Pendant ce temps, la ville se réveille avec la nouvelle, les journaux titrent sur une arrestation historique, les radios parlent d'un choc collectif, et pour ceux qui ont vécu la disparition, ce réveil est brutal, presque violent, car il rouvre des plaies qu'ils avaient appris à recouvrir, sans jamais vraiment les guérir, et cette agitation médiatique transforme une avancée judiciaire en séisme émotionnel. La famille de la disparue est à nouveau sollicitée, convoquée, entourée de caméras, sommée de réagir, et dans leurs visages marqués par les années, on lit une fatigue immense, mêlée à une colère sourde, car cette arrestation, aussi prometteuse soit-elle, ne ramène personne, elle ne restitue ni les années perdues ni les nuits sans sommeil, et surtout, elle ne répond pas encore à la question la plus douloureuse, où est-elle ? Les auditions se poursuivent pendant des heures, puis des jours, les versions se succèdent, se contredisent, se corrigent, l'homme modifie certains détails, en omet d'autres, teste les limites, observe les réactions, et ce jeu tendu rappelle à quel point les Cold Cases sont des terrains minés, où chaque avancée peut dissimuler un piège, chaque aveu partiel une stratégie. Les enquêteurs confrontent l'homme aux éléments matériels, aux incohérences passées, aux témoignages anciens, et peu à peu,
la pression monte, car même si l'ADN l'a placé au cœur de l'affaire, il manque encore une pièce essentielle, le récit complet, la vérité brute, celle qui permettrait de comprendre comment une femme a pu disparaître sans laisser de traces, et tant que cette pièce manque, le cold case conserve son pouvoir de nuisance, sa capacité à résister. À l'extérieur, la tension est palpable, des habitants se reconnaissent dans les images diffusées, certains affirment avoir croisé cet homme des années plus tôt, d'autres jurent n'avoir jamais rien soupçonné, et cette relecture collective du passé crée un malaise profond, car elle oblige chacun à se demander ce qu'il a vu, ce qu'il a ignoré, ce qu'il aurait pu faire autrement, un exercice douloureux que les cold cases imposent toujours à ceux qui les traversent. À mesure que les heures passent, l'arrestation cesse d'être un simple fait divers pour devenir un miroir tendu à toute une communauté, révélant ses peurs, ses angles morts, ses certitudes trompeuses, et dans cette atmosphère électrique, une évidence s'impose, même si le mot n'est pas encore prononcé officiellement, le cold case de 1998 est entré dans une phase irréversible, celle où le passé exige des comptes, sans garantie de pardon ni de soulagement, et où chaque révélation à venir risque de bouleverser encore davantage une ville qui croyait enfin pouvoir tourner la page. La garde à vue s'étire, lourde, oppressante, rythmée par des pauses artificielles, des silences calculés, des regards qui cherchent à deviner ce que l'autre sait vraiment, et dans cette temporalité suspendue, le cold case de 1998 devient presque palpable, comme s'il occupait physiquement la pièce, imposant sa présence à chaque respiration, à chaque battement de cœur, car ici, le temps n'est plus linéaire, il se replie, se superpose, mélange le présent de l'interrogatoire avec les fragments d'une nuit vieille de plus de 20 ans. L'homme commence à se fissurer par endroits, pas de manière spectaculaire, pas encore, mais par de minuscules glissements, des phrases reformulées, des détails déplacés, une chronologie qui se dérègle légèrement, et pour les enquêteurs, ces micro-variations sont des signaux précieux, car dans les cold cases, la vérité n'explose presque jamais d'un seul coup, elle suinte lentement, à travers les failles d'un récit trop longtemps répété. Ils reviennent sans cesse sur cette nuit de 1998, la route, l'heure approximative, la météo, les lumières, les bruits, tout ce qui peut ancrer la mémoire dans le concret, car plus un souvenir est précis, plus il devient difficile à manipuler, et face à cette stratégie, l'homme montre des signes de fatigue, ses réponses perdent en assurance, certaines images se brouillent, d'autres deviennent étrangement trop nettes, comme si elles avaient été soigneusement conservées, protégées de l'érosion du temps. Il finit par admettre une interaction avec la disparue, une rencontre imprévue, fortuite selon lui, un arrêt sur le bas-côté, une discussion brève, banale en apparence, mais cette admission change tout, car elle introduit officiellement un contact, une proximité, et dans un cold case, établir le contact est souvent la porte d'entrée vers l'irréversible, celle qui empêche tout retour en arrière. Pourtant, il s'arrête là, refuse d'aller plus loin, invoque la confusion, l'alcool, le stress, autant d'arguments familiers, presque attendus, et cette résistance réveille une frustration profonde chez les enquêteurs, car ils savent que quelque chose d'essentiel est retenu, dissimulé derrière ces justifications floues, mais sans corps, sans scène clairement définie, chaque accusation reste fragile, vulnérable à la contestation. Les experts médico-légaux sont alors appelés à renforcer le dossier, à exploiter la moindre trace, la plus petite fibre, à reconstituer des gestes probables, des déplacements plausibles, et ce travail scientifique, froid, méthodique, agit comme un contrepoids nécessaire à la parole incertaine, car dans les cold cases, la science devient souvent la voix que les témoins n'ont plus. Un élément attire particulièrement l'attention, une trace retrouvée dans le coffre de la voiture, longtemps considérée comme insignifiante, une marque diffuse, à la limite de l'interprétable, mais qui, réanalysée avec les techniques actuelles, suggère un transport, un déplacement du corps ou d'un objet lourd, et cette hypothèse fait basculer l'affaire dans une autre dimension, car elle implique une scène secondaire, un ailleurs encore inconnu. Les enquêteurs confrontent l'homme à cette possibilité, observent ses réactions, et cette fois, son contrôle vacille franchement, sa respiration se modifie, son regard fuit, et même s'il continue de nier toute violence, son corps trahit une tension nouvelle, presque primitive, comme si une image enfouie tentait de remonter à la surface, et ce moment est crucial, car il marque la première véritable rupture entre ce qu'il dit et ce qu'il ressent. À l'extérieur, la pression médiatique s'intensifie, les chaînes d'information parlent d'un cold case sur le point d'être élucidé, les experts défilent, analysent, spéculent, parfois sans retenue,
et cette exposition transforme l'enquête en spectacle involontaire, ajoutant une couche supplémentaire de stress pour tous les acteurs, car chaque mot prononcé peut être repris, déformé, utilisé contre eux. La famille de la disparue est tenue informée des avancées, mais avec parcimonie, car trop d'informations pourraient créer de faux espoirs, et trop peu raviver la colère. Cet équilibre est précaire, presque cruel, et dans leur silence, dans leurs questions suspendues, on perçoit toute la violence de l'attente, car même à ce stade, même après une arrestation, rien n'est encore gagné, rien n'est encore certain. Les heures passent, la fatigue s'installe, et c'est souvent dans cet état de vulnérabilité que les défenses tombent, que les récits se fissurent davantage. L'homme commence à parler d'une peur ancienne, d'un moment où tout aurait échappé à son contrôle, sans jamais entrer dans les détails, mais ces mots, aussi vagues soient-ils, suffisent à confirmer une intuition, celle que la disparition n'est pas le fruit d'un plan sophistiqué, mais d'un enchaînement chaotique, d'une décision prise dans l'urgence, avec des conséquences irréversibles. Cette perspective est glaçante, car elle rappelle que certains cold cases ne sont pas le résultat de génie criminel, mais de gestes impulsifs, dissimulés ensuite par la peur, par le hasard, par le temps, et cette banalité du mal rend l'affaire encore plus insupportable, car elle enlève toute distance rassurante entre le crime et le quotidien. À mesure que la garde à vue touche à sa fin, une certitude s'impose, l'homme sait où se trouve une partie de la vérité, peut-être même le lieu exact où tout s'est joué, mais il n'est pas encore prêt à la livrer, et cette rétention volontaire crée une tension extrême, car le temps judiciaire impose ses limites, et chaque minute perdue peut fragiliser le dossier. Les enquêteurs doivent alors prendre une décision stratégique, prolonger la pression, risquer la rupture, ou temporiser, consolider les preuves avant de frapper à nouveau, et ce choix est lourd de conséquences, car dans les cold cases, la ligne entre l'aveu et le silence définitif est souvent d'une finesse extrême. Lorsque l'homme est finalement conduit en cellule pour la nuit, le commissariat retombe dans un calme trompeur, mais personne n'est dupe, car sous cette apparente accalmie, quelque chose est sur le point de céder, une digue construite pendant plus de 20 ans, et tous le sentent confusément. Le cold case de 1998 approche d'un point de non-retour, là où la vérité, longtemps retenue, commence à exercer une pression insoutenable, prête à éclater au moment le plus inattendu. La nuit est courte, hachée, peuplée de pensées qui tournent en boucle, et au matin, le commissariat a cette odeur particulière des jours décisifs, un mélange de café froid, de papier et de tension contenue, car chacun sait que ce qui va se jouer maintenant dépasse largement une simple audition. Le cold case de 1998 est arrivé à ce point critique où une parole peut tout éclairer ou tout faire replonger dans l'ombre. L'homme est ramené en salle d'interrogatoire, le visage marqué par une fatigue qu'il ne parvient plus à masquer, ses traits sont tirés, son regard moins assuré, et cette vulnérabilité nouvelle est immédiatement perceptible, car la nuit a fait son œuvre, elle a érodé les défenses, laissé affleurer des images que l'esprit s'efforce encore de repousser, et dans cet état, la frontière entre le silence et l'aveu devient dangereusement mince. Les enquêteurs changent de stratégie, moins de confrontation directe, plus de reconstitution. Il lui demande de raconter à nouveau, lentement, sans l'interrompre, chaque détail de cette nuit de 1998, comme s'il la revivait en temps réel, et cette immersion forcée agit comme un piège psychologique, car plus le récit se précise, plus il devient difficile de maintenir une version édulcorée. Il commence, hésitant, décrit la route, l'obscurité, l'arrêt imprévu, et à mesure que les mots s'enchaînent, son corps réagit, ses mains tremblent légèrement, sa voix se brise par instants, comme si la mémoire réveillait des sensations restées intactes, et dans cette narration fragmentée, les enquêteurs perçoivent un basculement, un moment où quelque chose a dérapé, même s'il n'est pas encore nommé. Puis vient cette phrase, presque chuchotée, un aveu sans le vouloir, il parle d'une peur soudaine, d'un geste pour la retenir, d'un cri étouffé, et même s'il tente immédiatement de minimiser, de reformuler, la pièce est déjà tombée, car cette phrase suffit à introduire la violence physique, à briser définitivement l'hypothèse de la simple rencontre fortuite, et dans un cold case, ce genre de fissure est souvent irréversible. Les enquêteurs laissent le silence s'installer, volontairement, un silence lourd, presque oppressant, car ils savent que c'est souvent dans ces espaces vides que la conscience s'exprime le plus clairement, et face à ce vide, l'homme semble vaciller, comme s'il prenait soudain la mesure de ce qu'il a retenu pendant plus de 20 ans, de ce que ce poids a fait à sa vie, à celle des autres. Il finit par admettre que la situation lui a échappé, qu'il n'avait pas prévu, pas voulu, selon ses mots, et cette insistance sur l'absence d'intention est révélatrice,
car elle traduit un besoin désespéré de se raccrocher à une image supportable de lui-même, même au moment où le récit s'assombrit, où les contours du drame se dessinent avec plus de netteté. Les enquêteurs l'amènent alors sur le terrain des conséquences, lui demandent ce qui s'est passé après, comment il est parti, ce qu'il a fait ensuite, et c'est là que la résistance revient, brutale, comme un réflexe de survie, car évoquer l'après signifie franchir une ligne supplémentaire, celle qui mène inévitablement à la question du corps, du lieu, de la dissimulation, et cette perspective semble encore trop lourde à porter. Pendant ce temps, les équipes de terrain se tiennent prêtes, car l'intuition est forte, quelque chose va être dit, un indice géographique, un souvenir précis, et il faut pouvoir agir immédiatement, sans laisser retomber la tension, car dans les cold cases, la rapidité d'exécution après un aveu partiel peut faire toute la différence entre une avancée décisive et un retour en arrière. La ville, elle, est suspendue à cette attente invisible, les médias parlent d'un interrogatoire crucial, d'un possible tournant, et cette anticipation collective crée une atmosphère étrange, presque irréelle, où chacun sent confusément que la vérité, longtemps contenue, est sur le point de se libérer, avec toutes les conséquences que cela implique. La famille de la disparue est à nouveau prévenue, on leur demande de se tenir prêts, sans leur donner de détails, et cette injonction à attendre, encore, après tant d'années, est une épreuve presque insupportable, car l'espoir, lorsqu'il revient, fait encore plus mal que l'absence totale de perspective. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme se renferme, puis soudain, il parle, évoque un endroit, sans le nommer clairement, une zone boisée, un chemin peu fréquenté, un souvenir qui semble à la fois précis et lointain, et cette description, même vague, agit comme un détonateur, car elle transforme l'aveu émotionnel en piste concrète, en lieu potentiel, et dans un cold case, nommer un lieu, même imparfaitement, est déjà une victoire majeure. Les enquêteurs ne le pressent pas davantage, conscients que trop de pression pourrait provoquer un blocage définitif, ils enregistrent, notent, recoupent, et dans leur regard, une tension nouvelle apparaît, mêlée d'excitation contenue et de gravité, car ce qui se profile maintenant n'est plus seulement une vérité judiciaire, mais une confrontation directe avec l'horreur, celle que l'on a repoussée pendant plus de 20 ans. Lorsque la session s'achève, l'homme est reconduit en cellule, et cette fois, quelque chose a changé, une barrière est tombée, laissant derrière elle un terrain instable, prêt à s'effondrer, et dans le couloir, les enquêteurs échangent un regard bref, lourd de sens, car ils savent que le cold case de 1998 a franchi un seuil irréversible, celui où la vérité cesse d'être une abstraction pour devenir une réalité concrète, douloureuse, imminente, prête à surgir là où personne ne pourra plus l'ignorer. L'aube se lève sur une forêt silencieuse, une de ces étendues boisées que l'on traverse sans y prêter attention, un paysage banal qui, en apparence, n'a jamais rien caché d'autre que des chemins boueux et des arbres alignés, et pourtant ce matin-là, l'air est différent, plus lourd, car c'est ici que les enquêteurs convergent, guidés par des mots imprécis, des souvenirs fragmentés, mais porteurs d'une promesse terrible, celle que le cold case de 1998 est sur le point de quitter définitivement le domaine de l'abstraction. Les équipes avancent lentement, méthodiquement, balayant le sol, observant les moindres anomalies, une terre plus sombre, une végétation perturbée, car même après des décennies, le sol conserve parfois la mémoire des gestes humains, et dans les cold cases, la nature devient souvent un témoin muet, patient, qui attend le moment où quelqu'un saura enfin l'écouter. L'homme n'est pas présent, son indication est trop vague pour justifier un déplacement sous escorte, mais ses paroles résonnent dans chaque pas, dans chaque regard posé sur le terrain, et cette absence crée une tension particulière, car elle oblige les enquêteurs à travailler avec des fragments, à interpréter, à deviner, tout en sachant que la moindre erreur pourrait faire basculer l'opération dans l'échec. Les premières heures sont frustrantes, rien d'évident, rien de spectaculaire, seulement des arbres, des feuilles mortes, des chemins effacés par le temps, et cette normalité trompeuse rappelle à quel point la disparition de 1998 s'est dissoute dans le paysage, comme si elle avait été absorbée par l'environnement lui-même, rendant toute recherche presque indécente dans sa lenteur. Puis un technicien s'arrête, s'accroupit, observe un détail à peine perceptible, une légère dépression dans le sol, presque effacée, mais qui ne correspond pas au relief naturel, et ce détail, insignifiant pour un regard non averti, devient instantanément un point de convergence, car dans un cold case, ce sont souvent ces anomalies minuscules qui portent le poids de toute une vérité. La zone est balisée, les gestes deviennent plus précis, plus lents encore, chaque pelletée est effectuée avec une prudence extrême,
car personne ne veut détruire ce qui pourrait être la première preuve physique depuis plus de 20 ans, et dans ce silence tendu, le bruit de la terre déplacée résonne comme un battement de cœur collectif. Les centimètres s'enchaînent, puis les heures, et soudain, un objet apparaît, fragmentaire, ambigu, un morceau de tissu, décoloré, presque intégré au sol, et ce moment suspend le temps, car il marque une rupture irréversible, la confirmation que l'on n'est plus dans l'hypothèse, mais dans le réel, brut, implacable, et que le cold case est en train de livrer ce qu'il a retenu si longtemps. Les médecins légistes sont appelés, la procédure devient encore plus rigoureuse, car il ne s'agit plus seulement de chercher, mais de préserver, d'authentifier, de documenter, et cette transition, de l'enquête à la preuve matérielle, est lourde de conséquences, car elle ancre définitivement l'affaire dans une réalité judiciaire qui ne pourra plus être niée. À mesure que la fouille progresse, d'autres éléments émergent, discrets, fragmentés, mais cohérents, des ossements, partiels, dispersés, témoignant d'un long processus de décomposition et de dispersion naturelle, et cette vision est difficile à supporter, même pour les professionnels aguerris, car elle matérialise enfin ce que tous redoutaient, la disparition de 1998 n'était pas une fuite, ni un effacement volontaire, mais une mort dissimulée. La nouvelle est transmise avec précaution, chaque mot pesé, car annoncer la découverte de restes humains après tant d'années est un acte d'une violence émotionnelle extrême, et pour la famille, cette confirmation est à la fois un soulagement et un effondrement, la fin d'une incertitude interminable et le début d'un deuil brutal, sans transition, sans préparation possible. Dans la forêt, le travail continue, les équipes savent que chaque fragment compte, chaque indice peut raconter une partie de l'histoire, révéler des gestes, des intentions, et cette minutie contraste avec la brutalité de la réalité, car derrière chaque procédure se cache une vie interrompue, une violence qui a attendu des décennies pour être reconnue. Les médias apprennent rapidement la découverte, malgré les tentatives de discrétion, et l'information se répand comme une traînée de poudre, les mots cold case et restes humains s'affichent côte à côte, provoquant une onde de choc national, car cette matérialisation tardive de la mort réactive toute la charge émotionnelle de l'affaire, la rendant soudain impossible à ignorer. La ville est à nouveau frappée de stupeur, les conversations s'interrompent, les regards se figent, et chacun comprend que ce qui se joue maintenant n'est plus seulement la résolution d'un cold case, mais une confrontation collective avec une vérité longtemps refoulée, celle que la violence peut se cacher derrière les apparences les plus ordinaires, et attendre, patiemment, que le temps la trahisse. Pour les enquêteurs, cette découverte est à la fois une victoire et un poids immense, car elle valide des années d'intuition, mais elle impose aussi une responsabilité nouvelle, celle de raconter précisément ce qui s'est passé, de rendre des comptes, de transformer ces fragments silencieux en une vérité audible, compréhensible, et cette tâche s'annonce vertigineuse, car chaque réponse apportée risque d'ouvrir de nouvelles questions. Lorsque le site est finalement sécurisé, que les équipes se retirent, laissant derrière elles une forêt marquée à jamais par ce qui a été révélé, un sentiment étrange persiste, celui d'avoir franchi un seuil, car le cold case de 1998 a cessé d'être une absence, il est devenu une présence tangible, irréfutable, et cette présence, désormais, exige une conclusion, une confrontation finale, qui s'annonce aussi inévitable que dévastatrice. La découverte des restes humains agit comme un séisme silencieux, un choc qui se propage sans bruit mais dont les effets sont immédiats, irréversibles, et dès les premières heures, le cold case de 1998 change de statut, il n'est plus seulement une enquête relancée, il devient une affaire de meurtre matérialisé, ancrée dans la terre même de cette forêt longtemps anodine, et cette transformation bouleverse tout, les stratégies, les discours, les certitudes fragiles construites au fil des années. Les ossements sont transportés sous escorte, enveloppés avec une précision presque cérémonielle, car chaque fragment porte en lui une vérité potentielle, un détail capable de confirmer ou d'infirmer les récits encore incomplets, et dans les laboratoires, le temps judiciaire reprend une autre cadence, lente, rigoureuse, implacable, car la science doit maintenant parler là où les mots ont échoué pendant plus de 2 décennies. Les experts médico-légaux s'attellent à une tâche complexe, reconstituer ce qui peut l'être à partir de restes marqués par le temps, la nature, les animaux, et ce travail minutieux exige une concentration extrême, car dans un cold case aussi ancien, la moindre erreur d'interprétation peut devenir fatale pour l'accusation, et chaque conclusion doit être étayée, mesurée, défendable face à une contestation inévitable. Peu à peu, un tableau se dessine, incomplet mais cohérent, les blessures observées suggèrent une violence directe, non préméditée selon certains indices, mais suffisante pour entraîner la mort,
et cette hypothèse rejoint étrangement les aveux partiels recueillis lors de la garde à vue, renforçant l'idée que la vérité commence à s'aligner, que les fragments épars convergent enfin vers une même réalité. Lorsque l'homme est confronté à la découverte, son attitude change radicalement, la posture défensive se fissure, remplacée par une forme de sidération, car ce qui était resté abstrait, dissimulé dans un récit contrôlé, prend soudain une consistance insoutenable, la preuve matérielle s'impose, brutale, indiscutable, et face à cette réalité, le silence devient de plus en plus difficile à maintenir. Les enquêteurs reprennent les auditions, armés de ces nouveaux éléments, et cette fois, la dynamique est différente, car la forêt, le lieu, les restes, tout cela impose un cadre que l'homme ne peut plus contourner, chaque question est plus précise, plus ciblée, et chaque hésitation devient plus lourde de sens, car désormais, il n'est plus question de supposition, mais de confrontation directe avec des faits. À l'extérieur, la couverture médiatique atteint un niveau rarement observé pour une affaire aussi ancienne, les journaux parlent de vérité enfin révélée, de justice tardive, et cette narration, aussi séduisante soit-elle, inquiète les enquêteurs, car ils savent que rien n'est encore totalement acquis, que les cold cases ont cette capacité redoutable à se retourner au dernier moment, à faire surgir un doute là où l'on croyait tenir une certitude. La famille de la disparue est autorisée à entamer les démarches funéraires, une étape symbolique, douloureuse, mais nécessaire, car elle marque la reconnaissance officielle de la mort, après des années d'attente suspendue, et dans ce rituel retardé, on perçoit toute la violence du temps perdu, des adieux différés, des mots jamais prononcés, car dire au revoir après 20 ans n'a rien d'un apaisement immédiat. Dans la ville, les réactions oscillent entre soulagement et malaise profond, certains parlent de justice rendue, d'autres ressentent une angoisse nouvelle, car cette affaire rappelle brutalement que le danger peut se dissimuler derrière des visages familiers, et que la normalité n'est jamais une garantie, une prise de conscience qui fissure durablement le sentiment de sécurité collective. Les enquêteurs finalisent le dossier, consolident les liens entre les preuves matérielles, les aveux partiels, les incohérences anciennes, et cette phase est cruciale, car elle déterminera la solidité de l'accusation, la capacité du cold case à devenir enfin une affaire jugée, tranchée, et non un simple récit médiatique éphémère. Lorsque le procureur est saisi, l'atmosphère est grave, chaque mot est pesé, car engager des poursuites dans une affaire aussi ancienne expose à des risques considérables, mais les éléments sont là, suffisamment nombreux, suffisamment cohérents pour justifier un renvoi devant la justice, et cette décision marque un tournant décisif, le cold case de 1998 entre officiellement dans sa phase finale. L'homme est mis en examen, placé en détention provisoire, et cette image, diffusée en boucle, d'un individu menotté, tête baissée, contraste violemment avec les photos de famille qui circulaient encore quelques jours plus tôt, rappelant une fois de plus la dualité troublante de ceux qui traversent les cold cases, capables de compartimenter, de dissimuler, de vivre en apparence normalement avec un secret aussi lourd. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires, une tension persiste, car il reste des zones d'ombre, des détails non élucidés, des motivations floues, et surtout, cette question obsédante, pourquoi maintenant, pourquoi après tant d'années, et cette interrogation nourrit un malaise profond, car elle suggère que la vérité aurait pu émerger plus tôt, que le temps, une fois encore, a joué un rôle ambigu, à la fois protecteur et accusateur. À mesure que le procès se profile, une évidence s'impose, le cold case de 1998 n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est une épreuve collective, un miroir tendu à une société qui doit maintenant affronter ce qu'elle a laissé en suspens pendant plus de 20 ans, et cette confrontation, loin d'apporter une paix immédiate, ouvre une nouvelle phase, plus exposée, plus conflictuelle, où chaque mot, chaque preuve, chaque silence sera disséqué, amplifié, et où la vérité, enfin mise en lumière, devra résister à l'épreuve la plus redoutable de toutes, celle du regard public. Le jour du procès arrive comme un coup près, sans musique, sans annonce solennelle, juste une date encerclée sur un calendrier et une foule qui se masse devant le palais de justice dès l'aube, des visages tendus, des téléobjectifs braqués, des murmures qui ressemblent à un vent mauvais, parce que ce qui se joue ici n'est pas seulement le jugement d'un homme, c'est la réouverture officielle d'une plaie qui n'a jamais cessé de saigner, et dans chaque phrase qui circule on entend les mêmes mots. Martelés comme des titres de presse, cold case, 1998, ADN, restes humains, arrestation choc, et surtout cette question qui brûle les lèvres de tous, est-ce enfin la vérité, ou seulement une version commode qui arrive trop tard? À l'intérieur, l'air est sec, chargé de poussière invisible et de tension, le bois des bancs grince sous les mouvements,
les micros captent le moindre froissement de papier, et le silence qui s'installe avant l'entrée des juges a quelque chose d'irréel, comme si la salle retenait son souffle, parce qu'ici, le temps s'est plié. Il fait cohabiter 1998 et aujourd'hui sur le même parquet, il oblige les présents à regarder en face la même scène qu'ils ont longtemps évitée, celle d'une disparition. Devenu mort, d'une absence devenue preuve, d'un cold case devenu spectacle public. La famille est là, sur un rang, immobile, des épaules contractées, des regards qui fixent un point invisible pour ne pas trembler, et leur présence change la température de la pièce, elle rappelle qu'au-delà des dossiers, des scellés et des expertises, il y a un prénom, une voix perdue, un enfant devenu adulte sans réponse, un mari qui a vieilli dans l'ombre du soupçon et du manque, et ce simple fait rend chaque mot plus lourd, chaque phrase plus dangereuse. L'accusé apparaît, encadré, costume sombre, visage fermé, une silhouette presque quelconque, et c'est précisément cette banalité qui choque le plus, parce qu'elle entre en collision frontale avec l'imaginaire collectif, celui qui attend un monstre et découvre un homme ordinaire, un voisin possible, une figure qu'on aurait pu croiser sans y penser, et cette contradiction fait frissonner la salle, car elle murmure une vérité dérangeante, le mal n'a pas toujours un visage spectaculaire, parfois il se fond dans le décor et il attend. Le procureur prend la parole, et dès les premiers mots, le rythme change, il ne raconte pas, il martèle, il pose des jalons comme des coups de marteau, il déroule une chronologie qui semble simple, presque trop simple, la disparition, la voiture retrouvée, les années d'errance, puis la science qui revient comme une lumière froide, l'ADN, la correspondance, l'arrestation, la découverte en forêt, et à chaque étape, il répète « cold case » comme on répète un avertissement, parce qu'il veut ancrer l'idée que la justice n'a pas oublié, qu'elle a seulement attendu les outils pour frapper, et derrière ce discours il y a une promesse implicite, celle de réparer l'irréparable. Mais la défense se lève aussitôt, et la salle comprend alors que rien ne sera linéaire, rien ne sera propre, car l'avocat parle du temps comme d'une arme à double tranchant, il insiste sur l'érosion des preuves, sur les souvenirs contaminés, sur les témoins disparus, sur les erreurs possibles, et il glisse une phrase qui fait l'effet d'une lame, un cold case n'est pas un puzzle intact, c'est un champ de ruines, et dans un champ de ruines, on peut reconstruire une histoire plausible sans jamais toucher la vérité, et cette idée, même si elle est insupportable, s'infiltre immédiatement dans l'audience, elle s'accroche au regard, elle fait trembler une certitude que beaucoup tenaient déjà pour acquise. On appelle les experts, les techniciens, ceux qui parlent avec des gants et des chiffres, et soudain la salle devient un laboratoire verbal, on explique les prélèvements, les profils génétiques, les probabilités, les correspondances, et à chaque terme scientifique le procureur cherche à bétonner, à donner une solidité mathématique au récit, comme si la science pouvait remplacer ce qui manque encore, une scène claire, un aveu complet, un enchaînement indiscutable, mais la défense attaque. Questionne la chaîne de conservation, l'état de la voiture après des années de stockage, les risques de contamination, les limites des traces partielles, et cette bataille technique donne au public l'impression vertigineuse que la vérité se joue sur des détails minuscules, sur un millimètre de matière, sur un protocole, sur une virgule dans un rapport. Puis vient le moment le plus dur, celui où l'on évoque la forêt, les restes retrouvés, et la salle change encore, comme si l'air se densifiait, parce qu'à partir de là, on ne parle plus d'hypothèses, on parle d'os, de fragments, de vêtements décolorés, de ce que le temps a laissé, et les mots des médecins légistes sont précis, froids, mais derrière cette précision il y a une violence brute, l'idée qu'une vie a été réduite à des traces que l'on manipule avec des pinces, et dans les yeux de la famille, quelque chose se brise à nouveau, car entendre la mort décrite publiquement, c'est la revivre, c'est la recevoir une seconde fois, sans anesthésie. La défense insiste alors sur l'absence de certaines certitudes, sur ce que les ossements ne peuvent plus dire, sur ce que le temps a effacé, et elle pose une question qui claque, peut-on affirmer, au-delà de tout doute, que l'accusé est l'auteur de la mort, ou seulement un homme dont l'ADN s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une affaire devenue cold case, où la société a besoin d'un coupable pour refermer une histoire, et ce discours est insidieux, parce qu'il n'a pas besoin de convaincre tout le monde, il lui suffit d'installer une fissure, un doute, un vertige. Les témoins défilent, certains tremblent, d'autres parlent trop vite, des souvenirs ressurgissent comme des éclats, une voiture vue dans le noir, un bruit, un détail de lumière, et l'on sent à chaque témoignage la fragilité de la mémoire humaine, sa tendance à combler les vides, à reconstruire, à se tromper de bonne foi, et dans un cold case, cette fragilité devient une zone de combat,
chaque souvenir est une arme potentielle et une faille potentielle, tout dépend de l'angle sous lequel on le regarde. Le procureur tente de faire tenir l'ensemble, il revient sur les incohérences de l'accusé, sur ses variations, sur ses aveux partiels, sur cette phrase lâchée en garde à vue, ce geste pour la retenir, ce cri étouffé, et il insiste, ce n'est pas une histoire inventée, ce sont ses mots, son récit fissuré, et dans cette insistance on entend une peur sourde, celle que la défense réussisse à transformer la certitude scientifique en brouillard juridique. L'accusé est enfin invité à s'exprimer, et à cet instant la salle se tend comme un câble, parce que tout le monde attend la phrase qui scellera le destin du cold case, l'aveu total, la vérité nue, mais ce qui sort de sa bouche est plus frustrant encore, il parle d'une nuit confuse, de panique, d'un mauvais concours de circonstances, il répète qu'il n'avait pas l'intention, qu'il a eu peur, qu'il a fui, et chaque fois qu'il s'approche du point central, il glisse, il contourne, il reste sur le seuil, comme si la vérité complète était une pièce verrouillée dont il n'a plus la clé, ou qu'il refuse simplement d'ouvrir, et cette retenue provoque une rage silencieuse dans l'audience, parce qu'elle ressemble à une torture, celle de donner juste assez pour faire mal, jamais assez pour apaiser. La défense saisit ce flou, le transforme en argument, elle peint un homme qui aurait croisé la disparue, oui, qui aurait eu un contact, oui, mais qui ne serait pas nécessairement l'auteur du meurtre, elle évoque la possibilité d'un tiers, d'un opportuniste, d'un drame plus complexe que ce que l'on veut croire, et soudain, dans la salle, une idée affreuse commence à se former, celle que ce cold case pourrait s'ouvrir au lieu de se fermer, que la résolution annoncée pourrait n'être qu'une première couche, une première vérité partielle. Et puis, au milieu de cette tension, un détail surgit, un détail que personne n'avait vraiment anticipé, un document produit tardivement, une ancienne note, une pièce oubliée, qui remet sur la table ce fameux créneau de 20 minutes inexpliqué, ce trou dans l'emploi du temps, et l'on sent la salle basculer légèrement, comme un bateau qui prend une vague de travers, parce que ce trou ouvre un espace où tout peut se loger, une seconde rencontre, un détour, un échange, un piège, et le procureur, obligé de répondre, tente de minimiser, mais l'impact est là, une faille temporelle, une zone où la défense peut planter son doute comme un clou. À la sortie de l'audience, les journalistes se ruent, les habitants commentent, les réseaux se déchaînent, certains crient « justice enfin », d'autres murmurent « erreur possible », et cette division est un poison ancien qui revient, la ville se fracture à nouveau, comme en 1998, entre ceux qui veulent un dénouement et ceux qui craignent un récit trop propre, trop tardif, trop utile, et dans cette agitation, on comprend que même un cold case résolu peut continuer de faire trembler une communauté. Parce que la vérité judiciaire n'est pas toujours la vérité intime, et parce qu'une arrestation n'efface pas 20 ans de silence. Quand la séance reprend, l'atmosphère est encore plus électrique, les mots deviennent plus tranchants, les regards plus durs, et quelque part, dans le fond, une peur circule sans être dite, la peur que l'affaire échappe une dernière fois, que le cold case se défende avec ses propres armes, le temps, l'oubli, le doute, et alors que les plaidoiries approchent, que la salle se prépare à entendre la conclusion de chacun, un sentiment étrange s'impose, celui d'être au bord d'un précipice, parce qu'il ne reste plus beaucoup d'espace entre la vérité et l'effondrement, entre la condamnation et l'inconcevable, et dans cette zone étroite, chaque mot prononcé peut devenir l'étincelle finale qui fera exploser ce que la ville croyait enfin pouvoir refermer. Le dernier jour commence avant même que le palais de justice n'ouvre ses portes, dans l'air froid du matin, dans les silhouettes qui attendent déjà derrière les barrières, dans les conversations chuchotées qui ressemblent à des prières ou à des paris, et cette attente a quelque chose de cruel, parce qu'elle transforme la douleur en spectacle, l'incertitude en compte à rebours, et pourtant personne ne s'en va, parce que ce procès, c'est la dernière scène d'un cold case qui a avalé une ville entière, la dernière chance d'entendre une forme de vérité, même imparfaite, même tardive. À l'intérieur, la salle est saturée d'une tension électrique, les bancs semblent plus durs, les lumières plus blanches, les regards plus fixes, comme si chacun s'était préparé à recevoir un choc, et l'accusé, assis entre ses avocats, à ce visage fermé de ceux qui ont compris qu'il n'y a plus d'issue honorable, seulement des versions, des nuances, des tentatives de sauver ce qui peut l'être, et dans cette expression figée, on devine un combat intérieur, non pas pour la vérité, mais pour le contrôle, pour ne pas se laisser engloutir par la confession totale, par l'image de lui-même qui pourrait s'écrouler devant tout le monde. Le procureur se lève, et sa voix a une précision glaciale, il ne cherche plus à convaincre par l'émotion, il cherche à clouer, à verrouiller,
à empêcher le doute de respirer, il rappelle l'ADN, la correspondance confirmée, la présence dans la voiture, les incohérences répétées, les aveux partiels, la localisation approximative qui a mené au reste, et à mesure qu'il déroule ces éléments, il insiste sur une idée simple, inévitable, un cold case ne devient pas un cold case parce qu'il n'y a pas de vérité, il le devient parce que la vérité est cachée, enfouie, protégée par le temps, et que la justice, elle, doit avoir la patience de la déterrer. Il s'arrête sur la famille, sur les années perdues, sur l'enfant qui a grandi sans réponse, et la salle frémit, parce qu'à cet instant, le procès cesse d'être une démonstration et redevient une histoire humaine, une histoire d'absence, de nuit où personne ne dort, de murs qui gardent le froid du manque, et le procureur frappe là où tout le monde a mal, ce n'est pas seulement un meurtre, dit-il en substance, c'est une vie volée et des décennies confisquées. La défense se lève à son tour, et le ton change immédiatement, moins d'impact, plus de précision, plus de détours, un discours qui se veut rationnel, presque clinique, parce que c'est là sa dernière chance, transformer l'évidence émotionnelle en brouillard juridique, l'avocat revient sur les failles, sur l'érosion des preuves, sur le fait que l'on juge aujourd'hui avec des outils modernes une scène qui a été contaminée par le temps, il rappelle les limites de la mémoire, le fameux trou de 20 minutes, les hypothèses alternatives, la possibilité d'un tiers, et chaque mot est choisi pour ouvrir une porte minuscule, juste assez grande pour laisser passer le doute. Puis vient la dernière prise de parole de l'accusé, l'instant que tout le monde redoute et espère à la fois, car un cold case qui se termine sans aveu total laisse souvent une sensation d'inachevé, une frustration qui persiste comme une écharde, et quand il se lève, on entend presque la salle respirer en même temps, un souffle collectif, suspendu. Il commence lentement, parle de panique, de peur, de honte, de ce moment où tout a basculé, et soudain, sans éclat, sans scène spectaculaire, il laisse tomber une phrase qui glace tout, il admet qu'il a voulu empêcher la disparue de partir, qu'il l'a saisie, qu'elle est tombée, qu'elle n'a plus bougé, et pendant une seconde, on ne sait plus si c'est le silence ou la colère qui va exploser, parce que cette phrase, c'est le noyau du drame, la violence enfin nommée, la chute enfin décrite, le point de non-retour enfin prononcé. Mais il ne s'arrête pas là, et c'est là que l'air change vraiment, il parle de l'après, de son esprit qui s'est vidé, de son corps qui a agi comme une machine, il dit qu'il a déplacé le corps, qu'il l'a caché, qu'il a choisi la forêt parce qu'elle était proche et parce qu'il croyait que personne ne chercherait assez loin, et à cet instant, la salle comprend que le cold case n'était pas seulement un mystère, c'était une dissimulation réussie, une victoire temporaire du silence sur la justice. Il avoue aussi quelque chose d'encore plus dérangeant, il dit qu'il est retourné sur place, plusieurs fois, au fil des années, pas toujours consciemment, parfois comme attiré, comme hanté, et cette confession provoque un frisson d'écœurement, parce qu'elle révèle une dimension obsessionnelle, une forme de pouvoir malsain exercé sur le secret, comme si le fait de revenir lui permettait de se convaincre que tout était sous contrôle, que le cold case resterait enterré avec la terre. La famille éclate, des sanglots, des mains qui se crispent, des regards qui se déchirent, parce que l'aveu, même attendu, même désiré, est une violence, il rend réel ce que l'on a imaginé 1000 fois, il donne une forme concrète à l'horreur, et il impose une image que personne ne pourra effacer, celle d'une femme arrachée à sa vie, cachée comme un objet, réduite au silence pendant des décennies. Le juge impose le calme, mais le calme n'existe plus vraiment, parce que quelque chose s'est brisé définitivement, le dernier rempart du flou, et même la défense semble vaciller, car l'aveu change la nature du combat, il ne s'agit plus de savoir s'il était impliqué, mais de mesurer la gravité, la responsabilité, et de décider ce que signifie justice après 20 ans. La cour se retire pour délibérer, et l'attente reprend, plus insoutenable encore, parce qu'elle est chargée de ce qui vient d'être dit, de ce qui a été reconnu, de ce qui ne peut plus être retiré, et dans ces minutes qui s'étirent, la ville entière semble retenir son souffle, même à l'extérieur, même chez ceux qui regardent à la télévision, parce qu'une décision est sur le point de sceller ce cold case dans l'histoire officielle. Quand la cour revient, le verdict tombe comme un impact sec, une condamnation lourde, à la hauteur de la dissimulation, à la hauteur des années volées, et dans la salle, il n'y a pas de soulagement net, seulement une onde étrange, un mélange de réparation partielle et de vide immense, car même si la justice prononce des mots définitifs, elle ne peut pas rendre ce qui a été pris, elle ne peut pas effacer les nuits, ni les anniversaires passés sans réponse, elle ne peut pas réécrire 1998. L'accusé est emmené, et cette image, paradoxalement, n'a rien de spectaculaire, un homme qui disparaît derrière une porte,
comme la victime a disparu autrefois, mais à l'inverse, cette fois, il y a un nom, une cause, une conclusion, et pourtant l'air reste lourd, parce que la conclusion judiciaire ne suffit pas à refermer la faille émotionnelle. La famille sort, entourée, soutenue, mais leurs visages restent ceux de gens qui ont traversé une tempête trop longue, ils ont obtenu une vérité, oui, mais cette vérité est aussi une pierre qu'ils devront porter désormais, parce qu'elle remplace l'espoir, elle remplace la possibilité fantasmatique d'un retour, elle impose le réel, et le réel, parfois, est plus difficile à supporter que l'inconnu. Et dans la ville, le soir même, quand les caméras s'éteignent, quand les journalistes repartent, quand le palais de justice retrouve son silence, il reste un sentiment persistant, presque obsessionnel, parce qu'un cold case résolu ne signifie pas un esprit apaisé, il signifie souvent que l'on comprend enfin à quel point on a vécu avec un danger invisible, à quel point on a croisé le silence sans le voir, et cette prise de conscience laisse une trace durable, une méfiance, une prudence, une cicatrice collective. On dit que la justice a été rendue, et c'est vrai, sur le papier, dans un verdict, dans une peine, mais dans les rues, dans les cafés, dans les maisons où l'on ferme encore les volets plus tôt qu'avant, il reste autre chose, une question qui ne meurt pas. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps? Comment a-t-on pu vivre côte à côte avec ce secret? Comment un cold case peut-il se cacher au milieu de nous sans que personne ne le sente? Et cette question, même après la condamnation, même après la vérité, continue de tourner comme un bruit de fond, parce que la résolution ne supprime pas l'ombre, elle la redessine seulement, et dans cette ville marquée à jamais, il y aura toujours un endroit, une route, un coin de forêt, où le vent semble porter encore le murmure du passé, un murmure qui rappelle que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment, elles se déposent simplement dans la mémoire, comme une poussière fine, impossible à balayer.